La difficulté avec les entreprises généralement, c'est que les entreprises commerciales surtout n'ont pas compris que l'objectif d'une entreprise commerciale est de vendre. Et quand on ne vend pas, on n'a pas d'argent. Et le principe de base, c'est de comprendre que on doit faire tout pour arracher 5 francs à quelqu'un qui a 10 francs. 5 francs à quelqu'un qui a 10 francs. C'est le principe de base. Le deuxième principe, c'est de comprendre que on n'est pas là pour faire ce qu'on veut faire ou ce qu'on peut faire. On est là pour faire ce qu'on doit faire pour mettre l'entreprise au sommet. Et pour ça, le premier des critères, c'est d'avoir une équipe de vente. Et une équipe de vente composée de soldats. Les gens qui comprennent qu'ils n'ont pas le choix que de vendre et que c'est seule la vente qui va permettre à l'entreprise d'être là où elle doit être. Et pour respecter ce principe-là, il faudrait que le dirigeant d'entreprise comprenne qu'il ne peut pas vendre au-delà de ce qu'il a déjà vendu. Hein? Et que ceux qui sont avec lui ne peuvent pas vendre au-delà de ce qu'ils ont déjà vendu. Au bas mot, la meilleure des choses qui puissent les arriver, c'est d'élever en termes de compétences ou s'élever en termes de compétences. Et pour s'élever en termes de compétences, le premier choix, c'est de former les gars. Ou le deuxième choix, c'est d'étoffer l'équipe. Donc, aller recruter d'autres personnes pour pouvoir mieux drainer le marché. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont compris qu'ils pouvaient encore utiliser plus leurs collaborateurs à une puissance 10. Et c'est ce qu'on allait faire avec eux. On a permis aux gens de comprendre concrètement, Herman, qu'ils ne sont pas en train d'utiliser 0,1% de leur potentiel. Et que s'ils n'arrêtaient pas, ils allaient quitter sur le marché. Le marché de la banque qui est un marché très concurrentiel, surtout au Sénégal où Vista a acheté Aura Bank et Aura Bank d'ailleurs qui les talonnait. Et dans le même temps, ils sont en train de mettre en place un processus pour être meilleur sur une niche donnée qui est les PME-PMI. Et cette niche-là, Vista sait faire ça parce que c'est des Africains et ils ont compris que la meilleure manière de faire la banque, c'est de se focaliser sur les PME, PMI et les particuliers. Et partant de ce sens-là, il fallait de la combativité, comme Herman le dit, pour pouvoir survivre. Et par principe, le marché est fait de telle sorte que quand tu n'es pas celui qui est en train, bon, comme je ne suis pas en termes de formation, sinon j'allais faire sortir le mot enculer le marché, c'est le concurrent qui t'encule. Je n'ai rien dit. Parenthèse. Donc, par principe, il faudrait être celui qui est en train de damer le pion sur le marché. Sinon, on va vous vendre. Et si on vous vend, le prochain qui vient, immédiatement, la chose à faire, c'est d'envoyer son équipe. Donc, si vous étiez compétent, on n'allait pas vous vendre. Donc, quand on arrive à montrer ça aux commerciaux et leur montrer l'importance de ce qu'ils doivent tout faire pour être meilleurs sur le marché, sinon ils vont quitter le marché, ils se mettent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est pratiquement ce qu'on a fait, Herman, pour faire un clin d'œil à Caleb qui me disait hier que est-ce qu'on peut accompagner ces équipes commerciales pour pouvoir produire du résultat. Donc, c'est On a 7 pratiquement, millions d'offres en plus. oui, c'est pratiquement ce qu'on a fait, Caleb. Donc, on a pris les commerciaux, on a travaillé sur l'état d'esprit parce que la solidité intérieure est le premier moteur et en même temps l'arme la plus fatale d'un commercial, la solidité intérieure. Donc, on a travaillé sur la solidité intérieure, mais pour y arriver, c'est de changer leur manière de voir le marché, leur manière de voir les choses. Donc, les dit désormais qu'ils ne doivent pas courir derrière un objectif à atteindre, mais ils doivent courir derrière le marché. Donc, ils doivent être le marché prochainement. Donc, quand on arrive à travailler leur état d'esprit, et leur montrer concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes et pour eux-mêmes. Les gens ont commencé à se donner et c'est pourquoi ils faisaient 400 millions. Ils sont passés rapidement en 3 semaines à 3 milliards. Merci infiniment, on va applaudir pour ce maintenant. Deuxième question. Moi, je suis un entrepreneur. Actuellement, il fait 25 minutes parce que je vends, je livre, je calcule en même temps. Je suis timide. Je n'ai même pas l'argent pour recruter commercial.
Il fait comment? Par principe, le premier vendeur d'une entreprise, c'est le boss, entre griffes. Sinon, celui qui est le promoteur de l'entreprise. Donc, l'entrepreneur, donc vous. Donc, si vous ne vendez pas, vous n'allez pas manger. Donc, l'important, c'est que l'entrepreneur comprenne que la première personne qui peut casser la baraque, c'est lui-même. La première personne qui doit vendre, c'est lui-même. La première personne qui ne peut pas passer une journée sans envoyer de l'argent à l'entreprise, c'est lui. Et qu'il doit être un modèle pour vendre d'abord, avoir suffisamment le nécessaire pour pouvoir recruter ensuite. On a parlé de stratégie et de vision ici. Donc, quand j'ai une vision et que je sais que je veux faire 10 milliards alors que je suis en train de faire 25 millions? 900 millions et que je n'ai pas le potentiel nécessaire pour recruter des gens comme nos regional sales qui sont dans cette salle-là à des millions et des millions, la première des choses à faire, c'est de se dire, OK, je dois mouiller le maillot. Je dois mouiller le maillot, aller chercher, moi, sur 100 millions, aller signer de gros deals. Mais je suis timide, il fait comment? Raison pour laquelle il faut appeler HNC. Donc, lorsque je suis timide, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est que la timidité n'est pas innée. Par principe, l'habitude est une seconde nature. Donc, quand on se déshabitue et on change notre nature ou quand on change d'habitude, on change notre nature. Donc, il faut changer sa nature d'être timide pour être quelqu'un qui est plus proactif, qui va vers les gens. Généralement, on adore se gêner. Et quand tu es gêné d'aller gêner les gens pour avoir leur argent, tu as honte d'aller bousculer les gens pour avoir leur argent. Les gens n'arrivent pas à dire que tu les emmerdes parce que tu es tout le temps chez eux, tu es tout le temps dans leur vie, tu ne les laisses pas respirer. Ce qui va se passer, c'est que ta timidité va te saluer lorsque tu vas te rendre compte ou lorsque tu vas te rendre compte que tu n'es pas en train de faire de l'argent, donc tu n'es pas en train de faire le chiffre que tu dois faire. Donc, Herman, le job de la personne, la première des choses, c'est de se dire qu'il n'a pas le choix que de vendre. Donc, la timidité ne peut pas être une excuse pour ne pas vendre. Donc, si la timidité doit l'empêcher de rentrer au paradis, donc, en tant que vendeur, il n'a qu'à couper son bras, pour paraphraser les chrétiens. Très bien. Quels sont les secrets pour bâtir une bonne équipe au commercial? Parce que parfois, les gens viennent, ils sont chocos comme ça, mais ils ne vendent pas. Comment on fait même? Alors, bien évidemment, nous, on adore dire aux entreprises et on essaie autant que faire se peut de le faire chez nous. Et c'est la preuve qui est là avec nos commerciaux qui sont ici. Il y a 3 types de vendeurs. Il y a les jardiniers, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont allés à l'école de vente. Ils ont toute une image de la vente, mais qui ne savent pas sortir et aller chercher du pain. Et puis, on a d'autres qui sont les fermiers, comme on les appelle à HNC, qui ont la capacité à gérer ce que les autres ont amené. Et puis, il y a les chasseurs. Et on a besoin de chasseurs. Et pour faire le recrutement de vendeurs, il faut recruter des gens qui savent vendre, qui savent ce que c'est que vendre et qui savent qu'ils ne peuvent pas avoir honte de dire qu'ils n'ont pas vendu. Donc, quand je recrute ce type de personnes-là, ça a un prix souvent. Il faut donner le prix. Et quand je donne le prix, il y a un accompagnement qui va avec. C'est pourquoi on adore dire aux entreprises qu'on accompagne, et je vais vous le dire puisqu'on vous accompagne désormais, qu'il faut donner 3 choses aux commerciaux qu'on recrute, Herman. La première des choses, c'est de leur montrer un plan de carrière. Leur dire concrètement que si vous êtes avec nous et que si vous continuez chez nous, vous allez progresser. Et comme on le fait à HNC, il y a des gens qu'on a recrutés 6 mois après, qui étaient simplement digital sales, ils sont passés regional sales parce qu'ils ont eu de la promotion, parce qu'ils sont en train de voir qu'ils peuvent avoir une carrière chez nous, ils peuvent se réaliser, ils peuvent réussir chez nous. Donc, quand je finis, bon, j'ai mis le plan de carrière avant le plan de rémunération, mais il faut leur donner un plan de rémunération qui leur montre concrètement qu'avec vous, ils vont gagner de l'argent. Parce que par principe, ce qui fait qu'on croit en Dieu, c'est parce qu'on a foi qu'on va aller au paradis. C'est ça. Sinon, moi, je vous dis la vérité, je suis musulman. Si on ne m'avait pas dit que le paradis et l'enfer existaient, je ne sais pas comment je vais regarder une jolie femme avec une rondeur extraordinaire et m'en empêcher. Je ne sais pas. Donc, j'allais succomber. Mais comme je ne veux pas aller en enfer et que je vais aller au paradis de temps à autre, j'essaie de blaguer Dieu en lui disant, je fais des choses que tu n'aimes pas. Donc, je ne touche pas. Donc, par principe, c'est ça aussi avec les commerciaux. Il faut leur montrer
une issue, leur montrer une porte de sortie pour toucher la lumière, pour toucher le Saint Graal. Et c'est l'argent. Le Saint quoi? Le Saint Graal. Arrête de m'insulter en français. C'est l'argent. Ça veut dire qu'un commercial de nature adore l'argent. Et un bon vendeur est cupide de nature, comme l'a dit de suite Herman. On adore l'argent. Moi, Herman sait que ma motivation, c'est l'argent. Il sait que je vais être milliardaire en dollars. Donc, tout ce qu'il dit là, il doit me motiver pour me montrer que je vais être milliardaire en dollars. Donc, par principe, il faut montrer à vos gars qu'avec vous, ils vont avoir de l'argent. Ils vont être épanouis et ils vont gagner. Et pour finir, il faut leur donner un plan de développement. Les gens doivent comprendre que je suis rentré en balbutiant, donc à zéro, pour prêter les mots à Gilles. Donc, ils sont rentrés à zéro et ils sont passés à 1 avec vous. Vous les avez formés, vous les avez accompagnés, vous les avez amenés à avoir une solidité intérieure, vous les avez amenés à assainir leur vie, vous les avez amenés à voir les choses autrement et à guérir leurs blessures intérieures. Donc, ils veulent rester avec vous, ils veulent être pour vous, ils ne veulent pas vous quitter. Et là, les commerciaux se battent. Et quand on finit de faire ça, il faut animer. Il faut animer. Si vous avez plusieurs réseaux, il faut animer. Si c'est une seule équipe, il faut animer l'équipe. À chaque fois, il faut motiver les gens. Il faut les donner et il faut lancer des challenges qui poussent les gens à aller chercher mieux. Il faut récompenser les meilleurs commerciaux. Il faut montrer que celui qui se bat, il gagne plus avec vous. Il faut être là pour eux. Les commerciaux doivent savoir que vous êtes là pour eux. Moi, j'ai une commerciale qui m'a dit que je l'ai abandonnée, qu'elle ne me sent pas. Depuis que j'ai commencé à l'appeler tout et tout, elle m'a montré d'autres facettes d'elle-même. C'est elle qui me dit, Chief, j'ai un colin, Chief, j'ai ceci, Chief, j'ai cela. Donc, de plus en plus, elle m'appelle sur des deals qu'on va gérer. Mais elle est en train de me dire, si tu n'es pas attentionné à ce que je suis, je ne serai pas attentionné à ce que tu veux, donc ton deal. Donc, par principe, Eman, quand on arrive à donner ces éléments-là à nos équipes, à nos commerciaux, ils se battent pour nous et ils donnent leur sang pour nous. Donc, maintenant, il y a une manière de le faire. Bien évidemment, Eman a dit tout le monde ne peut pas faire. Donc, quand tu sais que tu veux, mais tu ne peux pas, il faut nous appeler. Wallah, que je sais faire ça. Aïwa. J'allais vous demander d'applaudir pour Zoumana et vous avez applaudi. Mais comme vous me devez toujours un applaudissement, applaudissez pour lui. Ok. Je vais aller à l'extrémité chez l'entrepreneur, auteur, investisseur. Entrepreneur, auteur et investisseur. Avant, c'était aux États-Unis, on voyait des choses comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on a Béninois. Il est auteur de 3 livres, managé par la discipline, managé par la foi et sorti de l'endettement. Et il est investisseur. Et il est entrepreneur. Hey, bon, Paul Lucas, c'est comme ça que je l'appelle. Paul Lucas. Avant toi, tu faisais appel d'offres. Et puis, tu as vu que c'est bon, hein, mais tu ne peux pas dépendre de ça. Tu livrais les hôpitaux d'État, etc. Machin, et tu as décidé, peut-être, à un moment donné, de tenir ton destin en main. Ce n'est pas dit que tu ne veux plus faire appel d'offres, mais tu as commencé par vendre aux cliniques privées. Comment? Et pendant ce temps, il y a des gens qui gagnent 4 milliards de marché, et puis après 2 ans, un an à rouge à Zor. Nambaïdo, comment tu as fait? Merci, Herman. Je dis bonjour encore, n'est-ce pas, mes amis. Alors, comme tu le dis, hein, les affaires avec l'État, cela semble quelque chose de très intéressant. Et il y a de la graisse dedans, quand de loin on regarde. Et moi, dans un premier temps, c'est d'abord les difficultés, comme je le disais hier, hein, que voilà, soit parfois vous ne faites pas d'efforts. Quelqu'un me disait tout à l'heure à mon bureau que avec l'État, tu sais d'avance si tu vas gagner ou tu ne vas pas gagner. Donc, tu vas négocier et puis tu remplis les conditions. Un ami me dit, tu déposes de garantie, d'accord?
et puis tu gagnes. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'intelligence là? Pour moi, il n'y a rien d'intelligence là. Ce n'est pas un jeu mathématique, tu ne fais pas de montage et tout ça. Bon, je dis que ce n'est pas du business. Parce que quand le régime change, il y a un souci. Et mieux quand après on pourchasse, n'est-ce pas, les policiers se pourchassent, on peut tomber sur toi, et tu vas fuir le pays, et tu vas faire ceci, par là, ceci. Le premier jour, je suis venu ici, quelqu'un, je pense que c'est mon grand frère qui disait, bon, il y a quelqu'un qui a prospéré avec les marchés publics, regardez mon regard, suivez mon regard, c'était ça. Alors, mais vous connaissez aussi l'histoire, que quelqu'un peut, il paraît, je ne sais pas, hein, c'est vrai, quelqu'un peut rentrer dans le coffre d'une voiture, ou quelqu'un peut s'échapper du pays, rester, bon, voilà, à cause des affaires. À cause des affaires. Alors, c'est des risques pour moi inutiles. Et je pense qu'un entrepreneur ne devrait pas prendre des risques inutiles. Je prends les risques à la taille de ce que je gagne. C'est aussi un choix. Je prends des risques à la taille de ce que je gagne. Et quand j'analyse les systèmes, je dis, bon, le risque est trop grand et il y a trop peu de temps, l'énergie est trop grande, bon, on ne gagne pas beaucoup, alors il y a mieux à faire. Et vous l'avez dit, hein, quand vous prenez Bill Gates n'a pas besoin de faire des appels d'offres pour être multimilliardaire. D'accord? Amazon, ils ne font pas d'appel d'offres pour être multimilliardaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous voyez, il y a plein d'affaires. Quand vous allez à Erevan, je donne cet exemple souvent, bon, je ne fais pas pour faire la publicité à Erevan. Vas-y seulement. Mais personne ne vous dit, payez-moi avant de venir acheter. D'accord? Payez-moi une commission avant de venir à acheter chez moi. D'accord? Non, vous allez, parce que vous avez besoin d'un article. Si vous voulez, vous y allez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez vous promener, rentrer chez vous. C'est ça un business. Si vous voulez acheter un logiciel Microsoft, vous achetez. Si vous ne voulez pas, bon, allez chercher autre chose. D'accord? Donc, cette liberté est celle, n'est-ce pas, des entrepreneurs, que les entrepreneurs doivent rechercher. Donc, je suis à la recherche de la liberté. D'accord? Et de faire de l'argent qu'on peut apprécier et de manière continuelle. Donc, il faut faire de l'argent de manière continuelle. Okay? C'est en cela, j'ai dit, à un moment donné, halte, il faut changer. Et très tôt, j'ai fait l'expérience en 2 ans seulement. 2 ans seulement. D'accord? Et j'ai dit, OK, c'est vrai. Nous pouvons toujours, n'est-ce pas, servir l'administration, le public, enfin, les marchés publics et autres. Mais s'ils ont besoin de vous, ils viendront et ils feront comme tout le monde. Si on doit faire le rang, ils vont faire le rang. Et voilà. Nous devons être maîtres, n'est-ce pas, de notre projet, maîtres, n'est-ce pas, de notre idée d'entreprise. Et voilà, attirer les gens. On n'a pas besoin de les attacher pour qu'ils viennent. C'est bon, le produit est bon, ils ont leur intérêt, voilà. Et mieux, le meilleur business, c'est le B2B. Le B2B, moi, je l'ai constaté, n'est-ce pas, quand je travaille avec les cliniques. Avec moi, vous allez faire prospérer, n'est-ce pas, vos cliniques. D'accord? Donc, je vous accompagne. Je peux prendre même des risques à des niveaux élevés parce que c'est bon. J'installe un scanner à quelqu'un. Un scanner médical, ça fait 300 millions. Voilà. Bon, voilà. Et si tu veux, je peux même financer ça. Je peux me faire financer, n'est-ce pas, la structure de financement, la société d'investissement. Alors, si tu ne me payes pas, de loin, je vais couper l'appareil. C'est du B2B. You need it. Tu as besoin de ce matériel pour te faire de l'argent. Donc, si tu fais de l'argent, you have to pay me. Tu dois payer. Donc, de loin, on va couper. D'accord? Bon, pour ne pas trop parler. Pas seulement. C'est bon? Alors, donc, voilà. Le B2B. Le B2B. Tu développes du B2B. Mon business te permet de faire du business. D'accord? Et nous y allons. Et je cherche tous les moyens pour te sécuriser ton investissement. J'ai un client qui a fait des expériences extraordinaires. Bon,
quand on lui a fait un matériel, sous un contrat de 2 ans, tu vas payer la structure de financement, d'investissement. Je dis, mais je te garantis, je mets le service technique là pour t'assurer le service après-vente. C'est ma manière de sécuriser ton investissement. Donc, tu vas travailler tout le temps. Quand il y a des problèmes, je suis là. En moins de 2 heures, si c'est à Cotonou, d'accord? En moins de 48 heures, on peut régler. Bon, aussi, même s'il faut envoyer une pièce, n'est-ce pas, on va faire le meilleur possible. 5 jours, DHL, you have the spare parts. OK? Et puis, on va réparer. Et on l'a fait. Il dit, depuis 20 ans, il n'a jamais trouvé un service après-vente comme ça. Il va continuer à acheter chez moi. Et pendant ce temps, pour gagner un marché de 300 millions, installer un scanner, il y en a même combien le public achète. Et vous imaginez, vous risquez d'aller jusqu'à la présidence pour négocier un marché comme ça. Je dis, mais il y a mieux à faire ailleurs. Il y a mieux à faire ailleurs. Il y a mieux à faire ailleurs. D'accord? C'est vrai qu'il y a des secteurs dans lesquels on n'a pas le choix. Ah, il y a une entreprise que je respecte beaucoup dans le pays, c'est ADOT, et j'étais surpris, n'est-ce pas, hier, de savoir qu'il y a un collaborateur ADOT ici. Je vous dis bravo, hein, bravo. Donc, vous êtes dans les domaines, dans certains domaines comme le BTP, construction de routes. Bon, en tout cas, un privé ne vous demanderait pas de construire une route, hein, d'accord? Donc, vous êtes obligé de faire avec l'État. Vous êtes obligé de faire avec les structures publiques. Mais là encore, on peut mettre en place son intelligence de business. On peut le faire. On peut le faire. Je n'ai jamais fait ce business-là, mais je pense qu'on peut le faire pour ne pas rester esclave. Pour ne pas rester esclave. Parce que quand vous n'avez pas la liberté, c'est que vous êtes esclave. Au contraire, c'est que vous êtes esclave. Donc, pour moi, c'est clair. En dehors de ces grands travaux-là de BTP, je pense que pour le reste. Donc, maintenant, je suis concessionnaire de voitures. Bon, voiture, j'ai dit à tout le monde, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de dire que c'est chinois. Moi-même, je dis que c'est chinois, c'est de la chinoiserie. D'accord? Donc, j'ai commencé le business en 2020. Plus doucement, d'accord? Pour apprécier le matériel. Vraiment, j'ai fait venir des experts mécaniciens, tout ça. Voilà. Dit c'est bon, c'est bon. OK, j'ai dit, maintenant, il faut faire l'investissement qu'il faut. Le showroom, obligatoirement. Nous avons investi, n'est-ce pas, et chercher le terrain parce que je ne suis pas allé en location pour le risque. Bon, un jour, ça commence pas marcher, un an après, c'est des problèmes encore, il faut sortir. Donc, on l'a fait. Donc, on a fini fin 2022. On ouvre le showroom. OK, il n'y a pas de souci. Dit, c'est avec l'État qu'on fait des ventes de voitures. Hein, beaucoup. Si tu veux vendre beaucoup, il faut aller contrat d'État. Je souris, j'ai dit, vous ne comprenez pas, j'ai l'expérience de cette affaire-là. D'accord? Je ouvre mon showroom. 2021, 2020, j'ai vendu peut-être 4 voitures. 2021, 5, 6, 2023, des trucs comme ça. J'ouvre le showroom. Les voitures sont là. Je ne fais aucune autre publicité. Hein? Et quand vous passez devant, vous voyez les voitures à travers la baie vitrée. Elles sont très jolies. Très jolies, d'accord? Et vous rentrez, vous voyez, vous touchez. Hein? Vous savez que j'ai déjà fait près de 300 millions de chiffre d'affaires privé. De février à maintenant. Non, mais j'ai cru que vous allez applaudir. Je ne suis pas intelligent. Et je n'ai pas vendu à l'État. If you want, si tu veux voiture jolie, bien. Bon, si tu veux, hein, tu peux venir voir. Les gens, ils font tout le tour. Tout le tour, ils viennent chez moi et disent, il ne veut pas partir. Il veut acheter voiture. Et c'est cash. Cash payment. C'est cash, hein, cash, je vends. Parce que, comment tu vas acheter voiture chez moi, crédit? C'est la banque qui fait les crédits. Va là-bas d'abord. Chaussures là, on ne vend pas crédit. Veste, on ne vend pas crédit. Voiture, on ne vend pas crédit. C'est banque, tu vas aller prendre crédit là-bas. Moi, il ne veut pas te vendre crédit. Quand tu vas commencer à conduire ma voiture là, tu ne commences pas à sentir
comment, le vivi qui est dedans là, comment on dit, la douce. Tout ça qu'il y a dedans. La douceur qui est dedans là. Tu le fais ne pas avoir envie de payer. Donc, c'est cash, tu payes. Si tu veux acheter crédit, on va t'envoyer vers une autre structure, tu vas aller négocier là-bas. D'accord. Donc, moi, je pense que le meilleur business, c'est le business qu'on peut faire et gagner de l'argent au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. En dehors des grands travaux qu'on est obligé de faire avec l'État. En dehors des grands travaux qu'on est obligé. Très bien, on va applaudir pour Luc. Luc, très tôt, tu es allé au Nigeria. Sauf mon erreur. Ouais. Et pour ça, il a fallu que tu apprennes l'anglais. Oui. Après, tu es allé aux États-Unis, en Allemagne, en Chine. Je ne sais pas si tu es allé en Inde, mais je t'ai vu à Dubaï la dernière fois. Oui. Bon. C'est des gens comme si tu suis des gens comme ça, vous allez aux mêmes endroits. On s'est vu à Dubaï. Tu vois, Je pense que tu as bien fait. Hein? On s'est vu à Dubaï. Oui. C'est pas... On s'est vu, hein? On ne s'est pas donné rendez-vous là-bas. On s'est coincé, on s'est... Comme on dit quoi. Bon, ben non, je déconne. Voilà. L'anglais, Oui. pour faire les affaires à l'international, quelle importance? Ah. Bon, j'espère que tout le monde sait ici que la langue la plus acceptée, d'accord, à l'international, c'est l'anglais. Tout le monde le sait. Et je sais aussi que beaucoup de gens ont bachelor ici. Parce que là, Zoumana est en train de suer. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Donc, beaucoup de gens ont la licence ici, on appelle ça bachelor. Et master, vous voyez, quand je vais faire des recrutements et on vient devant moi, il y a j'ai le bachelor ou j'ai le master. Ah, donc tu as le master. Master, là, c'est mot de quelle langue? Il dit en anglais. Comment on appelle ça en français? Il dit maîtrise, maître. Ah, d'accord. Tu comprends anglais? Il ne comprend pas anglais. Ou bien il te ment. Il dit, je comprends un peu. C'est pas grave, on ne commence pas à parler en même temps. Non, on ne peut pas aller à l'international sans l'anglais. Et moi, je suis chanceux, je pense aussi. Hein. J'ai fait des efforts, mais je suis chanceux. Quand j'ai quitté l'université, alors je suis allé voir un oncle qui travaillait au PNUD. Bon, je cherche bon boulot, bon travail, bon travail. Quand il m'a posé la question, il dit, hé, mon petit, tu maîtrises bien l'informatique? J'ai dit un peu, je maîtrise un peu. C'est vrai, tu peux Word, Excel, machin. Il dit oui, oui. Et tu maîtrises l'anglais? J'ai dit, ah, pas vraiment, hein. Il dit, bon, si tu descends d'ici maintenant, avant de venir me voir là, il faut aller t'inscrire pour faire anglais. Il m'a sauvé. Et je vous dis, je disais hier que quand on te dit là, quand on te parle là, tu as écouté, il faut appliquer. Il faut appliquer. Je suis descendu le lendemain, je suis allé au Centre culturel américain dans le temps pour m'inscrire. Et tous les soirs, j'allais apprendre l'anglais. Je quitte mes stages, j'ai commencé à travailler tous les soirs, de 19h à 22h. J'allais apprendre l'anglais. J'ai même passé le TOEFL. D'accord? Et je me suis rendu compte que c'est la clé de mon succès, au fait, après. Ah oui. Parce que si tu n'apprends pas, bon, tu peux, sans l'anglais, tu ne peux pas. Mais avec l'anglais, tu peux aller dans tous les pays. Tous les pays. Même en Allemagne, ils tiennent toujours, n'est-ce pas, enfin, à l'allemand, mais ils vont converser avec toi. Les Chinois, c'est compliqué au début, en 2007, c'est très compliqué. Beaucoup de villes n'étaient pas ouvertes, mais tu trouveras, enfin, de tous ceux avec, dans l'entreprise, les gens parleront anglais. Anglais. Et partout, aux États-Unis, partout. Donc, ça m'a permis d'avoir eu des voies ouvertes. Je n'ai peur de rien. N'importe où tu me mets, alors je vais aller, je prends le vol et j'y vais. J'y vais. L'anglais est capital. L'anglais est capital. Bon, c'est vrai, pour faire les affaires, on n'a pas besoin d'avoir
de maîtriser l'anglais comme un professeur d'anglais. Hein. L'anglais se comprend aisément et facilement. Mais si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas converser en anglais, vous êtes limité. Vous êtes limité vraiment dans le développement. Parce que, au fait, vous vous rendez compte. Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des amis français ici. Depuis un certain temps, je ne vais plus en France. Je ne vais plus en France. Depuis. Bon, il n'y a pas grand-chose là-bas. Pour ne pas dire, il n'y a rien. D'accord? Quand vous voyez les fabricants des matériels, de technologie, des inventeurs, machin, tout ça, ils ne sont pas en France. Ils sont pas là-bas. Mais vous voulez aller où pour aller les voir? Hier, nous avons parlé, n'est-ce pas, d'aller chercher à la base. C'est-à-dire, pour réduction de coûts, il faut aller à la base. Il faut aller là où ça se fait. Mais la langue te fait une barrière si tu n'as pas l'anglais. Ça te fait une barrière. Ce qui me permet, Luc, Oui. on va se produire pour Luc, d'enchaîner avec ma dernière question pour toi. Oui. Quels sont les 2, 3, 4 critères pour que, quand toi tu rencontres des partenaires allemands, Oui. chinois, américains, dubaïotes, whatever, qu'est-ce qui fait que toi, Africain, ils te font confiance tout de suite? Et dans la gestion de la relation, quels sont les éléments importants pour sceller des partenariats à l'international, les maintenir et se développer avec? Ah oui, merci. Vous savez, un jour, excusez-moi, j'ai toujours, j'ai cette manière-là d'enseigner avec des exemples. Un jour, notre entreprise avait des soucis avec un partenaire, chinois, un grand groupe, hein, et il fallait que je me déplace pour aller régler le problème moi-même. Tant c'est un problème technique. Et là, j'y suis allé. Bon, ils m'ont hébergé hein, tout le temps correctement, il n'y a pas de souci. Voilà, pour les jours de travail. Donc, le matin, nous devons travailler et puis on fait la réunion. Directeur recherche et développement, pointe. Le directeur recherche et développement d'une multinationale. Ce point. OK, il s'assied. Le directeur marketing s'assied. Et moi-même, je viens m'asseoir avec le commercial avec qui je travaille. Et nous posons le problème. OK? Ils m'ont répété plusieurs fois que ce que je demande, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Et j'ai pris la parole et je l'ai démontré. Pas à pas, un à un, qui peuvent le faire. Et s'ils voulaient, s'ils nous donnaient un certain nombre de codes, tout ça là, je peux le faire avec mes ingénieurs au pays. Le directeur recherche et développement regarde le marketing, comme ça, il se regarde et ils disent de leur donner quelques minutes. Ils sont allés se concerter et ils reviennent, ils disent ils vont le faire. Ils vont le faire. Ça veut dire quoi? Que quand vous allez à l'international, surtout quand vous êtes africain, les gens ont une vue, enfin, voilà. D'accord. D'accord. Ils vous regardent comme tous les Africains. Les Africains, nous, on n'est pas tous les Africains. Vous n'êtes pas tous les Africains. D'accord. Donc, il y a d'abord ça. On a besoin du leadership. D'accord? Quand vous prenez la parole au milieu des gens, on doit savoir, voilà, et quelqu'un, il est quelqu'un. Ça veut dire que tu n'as pas traducteur. Tu n'as pas traducteur, hein? Tu n'as pas traducteur. Parce que je vais dire au traducteur, il va traduire. Non? Je vais dire avec mes sentiments, avec la force qui est intérieure à moi, et il va comprendre avec les gestes qu'il faut. D'accord? Pour le leadership. Mais il faut maîtriser votre domaine. Avant tout ça, c'est
la langue dans laquelle vous conversez avec les gens. Okay. Et quand vous avez le leadership, vous avez la volonté de dire, certaines choses deviennent plus faciles pour vous. Même la manière de le dire, voilà, vous êtes tellement à l'aise que... Non, les Blancs me respectent, je vous dis. Même l'Américain me respecte. La dernière fois, j'ai une délégation de Siemens. Siège Siemens. D'accord, chez moi. Siège Siemens, chez moi. Il me dit, est-ce que tu veux travailler avec nous? Est-ce que tu veux travailler avec nous? Ah, bon, j'ai dit, quelles sont les conditions? Mettez sur la table. Ils ont posé les conditions. Bon, mais je sais, ils ont quitté le marché il y a un moment parce que les Asiatiques les ont damé le pion. Ils sont venus vers moi. Pourquoi? Parce que de montrer quand nous sommes montés à un niveau pour dire maintenant, nous allons installer des gros matériels. Gros matériel, c'est à partir de scanners. Voilà. Et quand vous le faites, ils apprennent. Ils apprennent tous. Ils disent, ah oui, ça, c'est des gens avec qui on peut travailler. D'accord, ils viennent. Ils viennent avec... Mais tu viens, tu t'assieds dans mon bureau. Hein, comme... C'est toi qui viens dans mon bureau. Moi, je ne viens pas à l'hôtel. Je ne vais pas à l'hôtel le rencontrer. Hein. C'est lui qui vient dans mon bureau. Avec son équipe, ils étaient 5. Ils sont assis. Je les ai bien installés. D'accord? Et on parle. Ouais. Un jour, il y a quelques années, j'ai trouvé un partenaire qui est franco-américain. Je l'ai rencontré aux États-Unis lors d'un salon. Et il me disait, Bobé, Luc, tu viens d'où? Tu t'appelles Luc parce qu'avec les badges, on peut voir le nom. J'ai dit, je viens du Bénin. Il disait, où Bénin? Ah oui, je connais Bénin. Oh là là, j'ai été travailler au Bénin, machin, tout ça. Je dis, mais si tu viens de si loin, en 2007, il me le disait, ça veut dire que tu vas réussir. Tu viens de si loin hein, pour venir aux États-Unis. On était sur un salon, un grand salon à Chicago. À Chicago, en 2007, un grand salon, je vous dis. C'est là où tous les grands espoirs du monde se rassemblent en imagerie médicale. Imagerie médicale, c'est radiologie, échographie et tout ça. Et j'étais là déjà, en ce moment-là, à l'international, parce que je maîtrisais quoi? L'anglais. Et lui me voit, il parle anglais, il parle français. Il me dit, donc, là, tout de suite, il m'a proposé, il dit, ah oui, on va, il a un projet, on va voir. Après, on a conversé, on a échangé tout ça. Et il m'a montré le projet. J'ai regardé, en ce moment-là, j'avais seulement 3 ans d'expérience en entreprise. Mais j'ai analysé le projet, le modèle, tout ça. Je n'étais pas expert, hein, comme les HTC. Je ne les avais pas, je ne les connaissais pas non plus en ce moment-là. D'accord? J'ai analysé, j'ai dit, ce modèle ne peut pas marcher en Afrique. Ça va foirer. Ils avaient beaucoup d'argent à mettre sur moi. J'ai dit, je n'étais pas encore prêt. Il a pris son vol. Il est allé venir à Novotel ici, là. Bon, 2007. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que les gens doivent venir chez moi. Non? En 2007, je n'étais pas puissant. Donc, je devrais venir le voir. Non, je vous le dis pour être honnête. Non. Donc, je suis venu. D'accord? Et on a fait la séance. Il dit, il est venu. Tu ne m'as pas prévenu, tu es venu. Il dit, non, il vient. Parce qu'on doit faire le business, machin, tout ça. Je dis, mais je ne suis pas prêt. Il a tout fait. Et là, têtu que je suis, je ne l'ai même pas amené à visiter mon entreprise. Parce que j'ai vu, comment on dit, le mépris africain. Le blanc vient te proposer quelque chose et toi, tu vas refuser. Le blanc, gars. Le blanc vient te proposer un projet. Il y a l'argent derrière. Et tu refuses. Mais j'ai refusé. Je l'ai tourné, il est resté là, il est parti. Et on a quand même gardé le contact. Je n'étais pas content de lui, hein, mais nous avons gardé le contact. D'accord, on ne sait jamais, quoi. Ouais. Alors, quelques années plus tard, il m'a dit qu'il a monté le business, n'est-ce pas, au Cameroun. Et ça a foiré. Ça a foiré. Ça n'a pas marché. Ah oui, ça n'a pas marché. Et il me dit, mais comment est-ce que tu savais que ça n'allait pas marcher? C'est la question que tu allais me poser. Le vaudou béninois. Un blanc. Avec grand frère. Un blanc.
Non. Une fire. Un blanc, hein, un blanc. Donc, non, nous sommes meilleurs que beaucoup de blancs. Tous les blancs même. Ah ouais. On va applaudir pour lui, car. Nous sommes meilleurs que beaucoup de blancs. En tout cas, Donc, voilà un peu des choses qui font que les gens... Mais lui, vous imaginez, un franco-américain, il me respecte. Il me respecte. Après, il m'a dit, si tu veux, tu peux envoyer tes collaborateurs, je vais les former aux États-Unis, tout ça. Bon, moi, j'ai d'autres alternatives. Je vais les faire former en Chine. waouh. En tout cas, merci beaucoup, Loïc. Merci. On va applaudir pour Loïc. Bon, Gilles, depuis 2 jours, moi, j'ai menti aux gens. Je leur ai dit que la croissance se fait par multiplication humaine et technologique. Donc, en 3 mots, il faut me dire, démontrer si j'ai menti ou si j'ai dit la vérité. Mais j'ai vu que la croissance n'est plus additionnelle, elle est exponentielle. Comment la technologie permet de faire croître le chiffre d'affaires de façon précise. Et, bon, et quand on chaka la technologie avec ça, là, ça devient quelque chose de fou, quoi. Le micro est juste à côté. Tu me poses des vraies questions. Le Saint Graal, c'est San Graal en italien. Si tu lis ça dans l'autre sens, ça fait l'argent. Tu peux essayer. Hein? Saint Graal, Saint Graal. Commence par le L maintenant. Ça fait l'argent. Voilà. C'est la raison ultime pour laquelle nous faisons du business. Et tu as dit que le business n'est plus la multiplication, c'est l'exponentiel. Ça, je n'avais pas dit à ce que tu te poses la question. On lui a dit que ce n'est pas addition, que c'est multiplication. Mais j'ai ajouté exponentiel tout à l'heure. Oui. Donc, comme toi, tu comprends, tu m'expliques. Non, simplement parce que c'était effectivement la multiplication, mais avec les entreprises du nouveau type qu'on a là, avec le digital, maintenant, c'est exponentiel. J'essaie de trouver le bon moyen pour expliquer ce qu'il y a dans mon cerveau. Si quelque chose te permet de gagner 10 fois plus de clients facilement, en réduisant 10 fois plus les marges, ça veut dire que tu as gagné 100 fois. D'accord? Si quelque chose te permet de gagner 10 fois plus de clients, en réduisant 10 fois les coûts, ça veut dire que toi, tu as gagné 100 fois. Je pense qu'on est d'accord sur le principe. Je n'ai encore rien inventé là. Il y a des littéraires parmi nous, pardon. Si quelque chose te permet de gagner 10 fois plus de clients en réduisant 10 fois les marges, ça veut dire qu'à la fin, tu as gagné 100 fois. Donc, ceux qui n'ont pas fait maths là, je vais vous expliquer un peu. Donc, quelque chose te coûte 10 000 à produire. Maintenant, Voilà. tu le produis et avant, tu touchais 10 personnes. Maintenant, tu le produis à 1000 francs et tu touches 100 personnes. Sauf que, en le vendant à 10 000, tu ne peux toucher que maximum 20 personnes. C'est ça. Depuis que tu le vends à 1000 francs, tu peux toucher 1 million de personnes. Tu vas toucher donc du coup 1 milliard. Ce que je voulais dire en faisant ce petit exemple. Vous n'avez pas applaudi pour moi. Mon corps me fait mal. C'est vos applaudissements pour qu'ils me tiennent debout. Si vous regardez bien, la technologie permet de toucher tous les facteurs de production de l'entreprise. Aujourd'hui, avec la technologie, tu peux ouvrir ton entreprise dans 10 pays sans te déplacer. J'ai des bureaux dans 3 pays. Je n'ai que 3 agents commerciaux dans les 3 pays. Je vends le même produit dans 5 pays avec 3 commerciaux par pays. Et ça, je ne pouvais jamais le faire sans la technologie. Kia Pay, c'est une seule plateforme. Que tu sois au Burkina, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux Kia Pay, c'est la même plateforme. Notre grappe de 25 serveurs, là, c'est les mêmes 25 serveurs. Donc, on va dire un seul magasin. Exactement. Qui livre dans plusieurs pays. Voilà. Dématérialisation. Full dématérialisation. Mais ce qui a fait que moi, j'ai encore plus adopté la technologie, c'est que j'ai dit que tu peux agir sur tous les facteurs de production. Donc là, je viens de parler de la distribution, la conquête du marché. Je
je suis présent. De toute façon, si vous ne m'avez pas vu aujourd'hui ici, moi, mes collaborateurs, mes partenaires ont toujours l'impression que je suis présent dans tous les pays. Toujours. Par exemple, je ne connais pas utiliser WhatsApp, tu peux plus savoir dans quel pays je suis. Il y a que WhatsApp avant, avec le téléphone fixe, quand on t'appelle, si tu n'es pas au Bénin, tu ne peux pas décrocher. Avec WhatsApp, je peux décrocher dans tous les pays, comme si j'étais au Bénin. Donc, même sur le facteur présence, ou même faker la présence, donner l'impression d'être présent partout, la technologie permet de faire ça. La présence, la conquête du marché, l'organisation interne du travail. Nous, dès le début, c'est peut-être la chance que j'ai eue d'être dans la technologie. Quand j'ai commencé OpenSI, le nom de domaine s'appelle merizo.com, c'est Mehari et ISO. Et je n'ai pas pu m'en départir parce qu'à la base, on était dans le programme bêta-testeur de Google Suite. Je fais partie des premiers entrepreneurs en Afrique qui ont utilisé Google Suite. Google donnait 10 comptes gratuits pour faire le mail. Et ça nous a permis de construire une seule plateforme d'entreprise dans laquelle aujourd'hui, mes 49 collaborateurs se trouvent. On a un mail, on a un outil de messagerie interne, un outil de collaboration, un outil de communication. On a une seule infrastructure et on paye pour ça $5 par utilisateur et par mois. Et ça permet à tout le monde de collaborer sans se déplacer de son pays. Réunion virtuelle, on fait absolument tout. Où est-ce qu'on a gagné? On a gagné sur les coûts. Quand nous rédigeons un appel d'offres, chacun peut rester chez lui avec Google Docs. Nous écrivons dans le même document en même temps. Ça veut dire que si tu es mon concurrent, que tu dois déplacer tes équipes au bureau pour venir travailler le samedi, moi, j'ai travaillé avec mes équipes toute la nuit sur le même document sans bouger. On a gagné le temps de transport. Donc, même en tant que facteur de production interne. Ensuite, ma comptabilité. Quand tu achètes quelque chose sur une plateforme et que derrière, je n'ai pas besoin d'un comptable pour délivrer une facture, j'ai gagné le temps du comptable. Vous voyez, nous, on sert 3500 marchands avec une équipe de 5 personnes. On sert 3500 marchands et 6 millions de gens qui ont payé individuellement, qui nous donnent des factures en temps réel. Parce que quand tu es marchand par notre plateforme, tu peux configurer ton truc et ça délivre la facture en même temps, même normalisé. Mais on n'a que 5 personnes derrière pour faire le SAV. Il n'y a que la technique qui peut même faire ça. Donc, on fait énormément d'économies de gel. Aujourd'hui, on est en train de monter un nouveau call center où dans chaque pays, tu vas appeler le numéro du pays. Mais tous les appels vont atterrir au Bénin ici. Ils seront 5 dans une salle. Et tous mes clients d'Afrique de l'Ouest, quand ils vont appeler, ce sera les Béninois qui vont leur répondre. Et on va composer l'équipe de un Béninois, un Ivoirien, un Togolais, un Nigérien. Parce que quand l'appel va venir de la Côte d'Ivoire, on va l'orienter sur l'Ivoirien. Il n'y a pas une Propre. Parce qu'on a des marchands, ce n'est pas des gens qui ont fait la technologie. Donc, on contextualise la réponse, on contextualise le service pour eux. Il n'y a que la technologie qui permet de gagner sur tous ces plans-là à la fois. Donc, là, j'ai commandé le call center, ça arrive, on va le monter, on est en train de préparer les recrutements, on va prendre une équipe pour former parce que 2023, on a dit que 2025, on va multiplier le chiffre d'affaires par 4. Donc, c'est notre obsession et on est en train de changer les process pour faire ça. Donc, ne serait-ce déjà, je ne suis même pas encore sur la construction du produit lui-même. Je parle même de l'organisation interne. On a shortcut pratiquement tous les coups. Shortcut, ça veut dire. Non, ça va au-delà de la réduction des coûts. C'est-à-dire qu'on a hacké le système. Quand je fais mes postes, quand je fais le point de mes postes de dépenses, ressources humaines, c'est 90%, le reste, ça, c'est 10%. Je n'ai plus rien comme poste. Tout est parti dans les ressources humaines parce que je n'ai plus besoin de rien. J'ai ressources humaines, j'ai technologie, j'ai ressources humaines, ma plateforme de collaboration et mes serveurs. C'est fini, hein, c'est les 3. Nous, on a 4 postes de dépenses au boulot. On a le loyer, qui est le plus petit, contrairement à ce que beaucoup d'entreprises, bien que je sois dans plusieurs pays, mon loyer, c'est le plus petit poste de dépenses. Après ça, c'est... bon, je vais compter par le haut. Après ça, c'est notre plateforme de collaboration. $5 multiplié par 50. Ouais, $5 multiplié par 50, c'est tout ce que ça nous coûte. 250 Oui. par Mais ça fait travailler tous les pays. Ouais. Et on a tout dedans. On a absolument tout. $3 000, 1 800, 1 800 000.
C'est tout. Après, quand tu passes par là, ensuite, tu as mon hébergement, mes 25 serveurs et quelques applications associées, mais c'est aussi ça pour tous les pays. Demain, quand je ferai 10 pays, ce sera toujours les mêmes 25 serveurs. C'est de l'optimisation. Que je serve le Bénin. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je ne recrée pas KKP, hein. J'ai juste un bureau de présence. J'ai juste un bureau de présence. D'ailleurs, c'est la base de notre technologie. On est OpenSI, système d'information ouvert. Donc, on fait de l'interopérabilité. Tous les pays communiquent ensemble. Ça s'appelle OpenSI, système d'information ouvert. Et après ça, là, tu as les ressources humaines. C'est pratiquement entre 80 et 85% de nos postes de dépenses. Donc, la technologie est venue. Quand vous regardez dans tout ça, là, tu as au milieu de postes qui sont importants dans la technologie, les serveurs et les applications associées, marketing et consorts. La suite de collaboration, ils sont au milieu là. Tu as les ressources humaines et tu as les murs. Mais contrairement à avant, quand je suis une entreprise qui fait du pétrole, où je vends des voitures, avec toi, grand frère, où je dois avoir un showroom dans chaque pays, je ne suis pas obligé d'avoir un showroom dans chaque pays. J'ai des bureaux en Côte d'Ivoire, j'ai des bureaux au Sénégal, parce que je veux faire de la conquête de marché sur la partie ESN. Donc, on fait un peu d'accompagnement aussi pour les entreprises qui veulent apprendre le métier. Sinon, au Togo, je n'ai pas de bureau. J'ai un country manager, il travaille, il rencontre via la plateforme, je supervise ses chiffres. Quand un marchand rentre dans la plateforme, je sais qu'il vient du Togo, je comptabilise ça pour le gars du Togo. Quand un marchand rentre par le Sénégal, je connais pour le gars du Sénégal. Donc, je pourrais être bientôt dans 15, 20, 30 pays. Et vendre partout. Oui. La seule chose qui ralentit encore OpenSI aujourd'hui dans le déploiement de KKAPI, c'est que quand on vient dans un pays, on a 3 choses qui sont importantes. On a la législation. Il faut avoir une entreprise locale. C'est obligatoire dans les paiements électroniques. Ce n'est pas nous qui l'avons décrété. Et si ça ne tenait qu'à moi, c'est une hérésie. Parce qu'à partir du moment où tu as la BCAO, une entreprise n'a pas besoin d'être réinstallée dans chaque pays pour pouvoir travailler. On a le même droit des affaires, on a la collaboration fiscale et tout ça. Malgré ça, on nous exige d'avoir un bureau, une société locale. Ça prend un peu de temps de construire une société locale. Au-delà de ça, il faut s'intégrer les opérateurs partenaires. Avant, on se déplaçait. Maintenant, depuis qu'on a hacké le système, depuis qu'on a fait le Togo et qu'on sait comment ça marche, moi, je ne me déplace plus. J'ai fait les 2 opérateurs du Niger. Je n'ai jamais vu un Nigérien qui travaille à Airtel ou à Zamani. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Au Sénégal, n'en parlons pas. Je n'ai jamais vu personne. Et ça marche très, très bien. Mais c'est le temps de faire ces intégrations qui fait qu'on dit généralement aux gens, il faut 1 an pour ouvrir un nouveau pays. Sinon, ce n'est pas les bureaux, ce n'est pas les collaborateurs. Mon country manager du Togo, je sais qu'il passe 3/4 de son temps au Ghana. C'est un spécialiste du digital et du marketing digital et du online selling. Il passe 3/4 de son temps au Ghana. C'est de là-bas qui gère le Togo, je le sais. C'est juste pour dire que la technologie, ça te permet, par rapport à une entreprise qui voudrait faire comme moi, mais qui doit avoir des bureaux dans tous les pays, d'économiser énormément d'argent, d'optimiser même les process, de gagner du temps. Je n'ai pas parlé même de la construction d'un produit technologique. Je n'ai pas encore parlé du produit depuis. Pour l'instant, je parle seulement de l'organisation interne. Maintenant, rajouter le marketing. Avec les réseaux sociaux, je peux toucher énormément de personnes. Je peux construire un tunnel d'acquisition en ligne et ça marche. Parce que ça marche mieux que la publicité panneau. Combien de personnes ont vu ta publicité sur Facebook? Ce n'est pas un mensonge. Mais tu ne sauras jamais compter combien de gens ont vu ton panneau que tu as posé dans la ville. Ça veut dire que même si potentiellement tu as 1 milliard de personnes dans la ville qui circulent, mais tu ne sais pas combien ont vu ton panneau, ça n'a pas de valeur. Que tu sais que 100 000 personnes ont vraiment vu ma publicité sur Facebook et je les connais énormément, je peux les retargeter, je peux analyser leur comportement et je peux bâtir un profil de communication pour cibler ces personnes-là. Je sais que sur Instagram, j'ai tel type de personnes. Je sais que sur LinkedIn, j'ai les entrepreneurs. Et je peux même avec LinkedIn les catégoriser par secteur aujourd'hui et ne cibler que ceux-là. Je peux identifier toutes les boîtes de e-commerce d'un pays en regardant dans Go Africa Online pour récupérer toutes les entreprises qui font commerce en ligne et les cibler. Ça, je ne peux jamais le faire avec un panneau. Donc, avec le digital, tu gagnes de l'argent sur la com, sur le marketing, tu fais du mieux ciblé, donc tu dépenses mieux ton argent. C'est une web d'organisation. Maintenant, je suis en train de business. Et ça n'a pas de prix. Je vous ai dit, nous, on a acheté nos premiers panneaux en fin 2021. La première campagne, c'était fin 2021. Les premiers panneaux. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on faisait une campagne d'acquisition de terrain. Et c'est justement ce qui vient justifier tout ce que j'ai dit avant.
Quand on a commencé par distribuer des terminaux physiques à nos marchands, on a 480 marchands qui utilisent nos terminaux physiques, on s'est rendu compte qu'il faut multiplier le nombre de commerciaux pour aller parler aux marchands. Alors que les gens qui font e-commerce là, qui prennent mon plugin en ligne là, c'est le même commercial qui parle à 100 personnes toute la journée. Mais quand c'est dans les boutiques, tu es limité, il ne peut pas aller à Copa et puis ensuite aller à Fidjiro dans la même journée. Donc, dans une journée, le gars ne peut pas faire plus de 4 shops. Mais en ligne, même moi, avant la fin de la journée, je parle à 30 marchands, je convertis 30 marchands. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que quand le gars il s'est connecté sur la plateforme, je sais qu'il s'est connecté. Le gars qui est dans sa boutique, je ne sais pas quand il est dans la boutique ou qu'il n'est pas dans la boutique. Il y a une dame, je lui ai donné mon terminal depuis 7 mois. Je ne l'ai jamais vu. C'est que chaque fois qu'il va dans la boutique, elle n'est pas là et le terminal est là. Donc, elle ne fait pas de vente. Je sais qu'elle ne fait pas de vente. Mais si c'était en ligne, quand elle se connecterait, je saurais qu'elle est en ligne et je peux lui parler. Là-bas, je suis obligé de me déplacer à chaque fois pour essayer de voir si je peux lui parler. Toute la différence. Et ça, je le vois très bien dans les deux parties de mon business, où une partie est en ligne, totalement en ligne, donc la partie SaaS, site de e-commerce, et la partie distribution de terminaux en point de vente, où on avance, c'est-à-dire que là, je vais dire, en 2 ans, on a fait 500 marchands, et de l'autre côté, en 3 ans, on a fait 3500 marchands. Wow. Et on a dépensé moins. On a dépensé moins. Je n'ai que 2 personnes qui s'occupent de l'acquisition en ligne. J'ai déjà fait des campagnes de 10, 15 agents de vente directs sur de l'acquisition de terrain. Et pourtant, je suis toujours à 500 marchands. Donc, tu économises, tu organises mieux. C'est 10 fois, 10 fois. Fais 10 fois, 10 fois, 10 fois, 10 fois là. Tu obtiens très vite l'exponentiel dont tu as parlé. Wow. On va applaudir pour Gilles. Merci infiniment, Gilles. Donc, comme tu as commencé à parler d'acquisition digitale au LinkedIn, au Facebook, bon, et il y a quelqu'un au Tchebi, il y a au Mini. Donc, quelqu'un qui est juste à côté. Et donc, comme je dis, c'est la femme africaine francophone la plus populaire sur LinkedIn. Vous ne savez même pas de quoi je suis en train de parler. Donc, hein? C'est pas une flatterie, c'est une réalité. Les chiffres le montrent. On les nomme bas stock. Donc, Adja, Bao. Adoupe. Donc, il y a des gens ici, ils sont timides. Ils n'ont même pas compte LinkedIn. Donc, quelqu'un m'a dit que lui, il est dans les travaux publics, études et réalisation des travaux, et il n'a pas un compte LinkedIn. Il me dit qu'il va aller à l'international. Parce que ça doit pas être d'offre, les Morofia. Donc, dis-lui comment est-ce qu'un entrepreneur timide, à le temps que tu nous expliques ça tout à l'heure, d'ailleurs même. Et puis, l'argent n'arrive pas. Comment on fait? Avant que tu ne prennes la parole pour t'expliquer encore. Pour que les ventes décollent. Du moins, parce que ça commence avec l'attractivité et la notoriété. Comment on fait? Même quand on est un entrepreneur qui n'a pas de diplôme. Merci beaucoup, Herman. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, c'est timide. Bonsoir. Je sais que vous avez déjeuné il y a quelques minutes, donc la digestion, c'est fatigant. La timidité, moi, j'ai envie de dire, je suis la première timide du coin. C'est vraiment parce que mon métier me demande d'aller vers les gens que j'ai tué ma timidité. En réalité, je suis une grosse timide. Et c'est parce que je suis une grosse timide que j'ai très tôt adopté les réseaux sociaux pour parler de mon activité. Parce qu'une activité, si on ne la fait pas connaître, tout à l'heure, il y a Herman qui disait que c'est ce qui est le plus visible, qui est le plus vendu. Donc, si vous avez envie de vendre et que vous avez envie de vendre beaucoup, puisqu'on est dans le... Et voilà, et que vous avez envie de vendre beaucoup et d'aller à l'exponentiel et de devenir milliardaire dans ce que vous faites avec moins d'efforts, la voie royale, on a parlé de Saint Graal et d'argent en parlant dans l'autre sens, c'est d'adopter très vite les réseaux sociaux. Si vous êtes timide, les réseaux sociaux sont un avantage parce que vous n'avez pas besoin forcément de vous mettre dans une salle devant des gens pour parler comme on le fait ici. Et même si vous le faites, que vous êtes sur un réseau social et que vous parlez à quelqu'un, dans cette salle, le maximum de chaises qu'on peut mettre, c'est combien de chaises? 80. En prenant la parole là maintenant, si on est retransmis, voilà, donc pendant que je suis en train de parler peut-être à 80 personnes dans cette salle, il y a peut-être
4 millions de personnes qui sont en train de m'écouter. Donc, ça me permet de conserver mon énergie et de toucher plus de monde. Et donc, quand on est timide, on a envie de maximiser le temps qu'on passe à parler aux gens. Moi, dès que je finis de vous parler, je rentre dans ma chambre, je ne parle plus à personne, j'ai terminé. C'est pour ça que je me suis débrouillée pour comprendre comment est-ce que les réseaux sociaux, en général, fonctionnent, et surtout LinkedIn. LinkedIn, franchement, j'entendais parler M. Danso et j'ai failli l'interrompre pour lui demander s'il était sur LinkedIn. Parce que quand vous voulez aller à l'international, vous voulez aller à Dubaï, vous voulez aller en Australie, vous voulez aller au Japon, vous voulez aller à Chicago. Il a fait ça à l'ancienne. Il a fait ça à l'ancienne. Mais aujourd'hui, si vous voulez le faire, vous pouvez même gagner du temps. Si vous voulez aller participer à une convention aux États-Unis, vous pouvez déjà commencer par aller sur LinkedIn. Déjà, premier avantage, LinkedIn, c'est un réseau américain. Donc, la plus grande population d'utilisateurs sur LinkedIn aujourd'hui, c'est les Américains. Et comme c'est un écosystème qui est déjà mature chez eux, tout le monde connaît LinkedIn. Donc, si vous voulez toucher des entrepreneurs américains, moi, j'ai envie de vous dire, perdez pas de temps, allez sur LinkedIn. Une fois que vous arrivez sur LinkedIn, j'ai déjà déconstruit l'idée selon laquelle quand on est timide, on n'aime pas prendre la parole. Vous êtes dans votre chambre, vous n'avez même pas besoin de beaucoup de moyens. Vous n'avez même pas besoin forcément de montrer votre visage. Vous pouvez juste faire un audio ou vous pouvez écrire. Souvent, il y a une idée qui dirait qu'aujourd'hui, quand on doit aller sur LinkedIn, il faut mettre de belles photos, tout ça. Ce n'est pas obligé. Je connais des entrepreneurs, je connais des cadres, des managers qui sont sur LinkedIn depuis plusieurs années et qui ne mettent pas une seule photo et qui ont beaucoup d'engagement et beaucoup d'influence. Donc, ce n'est pas obligé. Si vous ne voulez pas mettre vos photos, il suffit d'écrire. Qu'est-ce que vous faites? Quelle solution vous apportez? Et cette solution, il faut que tout le monde sache que vous êtes là et vous proposez cette solution. Parce qu'une fois de plus, si vous n'êtes pas visible, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, mais si vous n'êtes pas visible, quelqu'un qui a une idée moins bonne que la vôtre, mais qui est visible, il va prendre tous les clients qui passent par là. La nature a horreur du vide. Quand vous laissez un terrain en jachère sans rien planter dessus, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, elles prennent le pouvoir. C'est la même chose. Et si vous ne faites pas la démarche consciente et intentionnelle, parce qu'il en va de la survie et de la prospérité de votre entreprise, si vous ne le faites pas, si vous ne sortez pas de votre zone de confort pour utiliser des outils qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Donc, il ne s'agit pas, moi j'en suis arrivée à un stade de se dire, il ne s'agit pas de savoir j'aime ou je n'aime pas. C'est ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs. Je le fais, period. Il n'y a pas une autre réflexion. Period, ça veut dire point. Il n'y a pas une autre réflexion autre que ça à avoir. Tu veux atteindre tes objectifs? Quand tu parles à ceux qui ont déjà fait le chemin avant toi et qui te disent, il faut aller apprendre l'anglais, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut utiliser la technologie, il faut avoir une équipe de vendeurs, il faut savoir comment les motiver, et que tu sors de cette salle. On t'a transmis tous ces messages et tu vas t'asseoir à la maison et tu croises les bras. Il n'y a personne d'autre que toi qui est responsable de ton échec. Personne d'autre que toi. Donc, si moi je viens vous parler de LinkedIn, j'attends que si vous pensez qu'il y a eu des personnes avant vous qui ont réussi à avoir de la visibilité, à parler de leur service, à avoir un réseau professionnel qui est maillé dans le monde entier, et dès qu'ils atterrissent dans une ville sur le globe terrestre aujourd'hui, il leur suffit d'appeler quelqu'un avec lequel ils discutaient depuis plusieurs mois, avec lequel ils ont établi une relation de confiance et de dire, ça y est Gilles, je suis à Kuala Lumpur, tu es où? Tu viens me voir? Et vous traitez parce que vous avez gagné du temps en développant déjà une relation sur le virtuel dans un écosystème qui a un fort potentiel de crédibilité qui est LinkedIn, vous gagnez du temps, time is money. Donc, si vous ne voulez pas gagner du temps et que vous voulez faire comme
ce que les gens faisaient avant que la technologie n'existait pas, bien sûr, vous allez arriver. Mais avant que vous arriviez, il y aura déjà plus de 2 millions de personnes qui seront passées par là avant vous. Voilà. Regarde le micro. J'ai dit à tonton Franck que LinkedIn a tué la jeune chambre. C'est vrai? Bon, ça, je ne m'avancerai pas dessus parce que je n'ai pas les chiffres. Moi, j'ai les chiffres. Mais tu parles de Jeune Chambre Internationale. On n'a pas besoin de networker. Bon, j'ai envie de dire c'est un outil supplémentaire. C'est un outil supplémentaire. Il n'a pas vraiment tué, mais c'est sûr qu'il y a des gens Accouche. C'est sûr qu'il y a des gens qui pourront affirmer ça, mais ce n'est pas de ma bouche que tu vas manger piment. Ce qui est sûr. Donc, je deviens ivoirienne. J'ai déjà dit tout à l'heure dans une conversation que j'étais une citoyenne africaine avant tout. Donc, effectivement, quand tu vas aller dans un club service comme GCI, où après 40 ans, tu n'es plus vraiment, voilà, tu deviens des aînés. Pardon? Sénateur, voilà, tu deviens sénateur. Hein? Automatiquement, bon, c'est suite étude du dossier. Bon, il y a des GCI, des ex-GCI dans la salle. Voilà. Donc, après 40 ans, ce n'est plus valable. Mais votre engagement dans ce club service-là, qu'est-ce que ça vous emmène? Tous les clubs services, au demeurant, c'est le réseau. Networking. C'est le networking. You better network online. Yes, network online also. Mais avant même que l'online existe, ces clubs services permettaient d'avoir ce résultat. Moi, mon père, il était Lyon, il a été président de club, il a créé un club Lyon. Et quand ce monsieur-là se déplace dans n'importe quelle ville, à ce moment-là, il n'y avait pas Internet, il y avait toujours un ami, on dit ami, il y avait toujours un ami Lyon pour l'accueillir. Et donc, aujourd'hui, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes un jeune, avant même d'avoir votre baccalauréat, si vous allez sur LinkedIn, avant même de commencer l'université, et encore plus quand vous devenez entrepreneur, et que vous arrivez sur LinkedIn, une des premières choses qui vous avantage, c'est de commencer à bâtir un réseau professionnel international. Moi, j'ai connu LinkedIn très tard. Attends. Sinon, moi, j'ai dit LinkedIn. Non, mais moi, j'ai dit LinkedIn. Et toi, j'ai dit LinkedIn. LinkedIn. Bon, on ne va pas commencer à la prononciation. LinkedIn. Pour LinkedIn. Non, pas LinkedIn. LinkedIn. Bon, ok. On dit LinkedIn. Voilà. Mais c'est sûr que niveau networking, maillage professionnel de ton réseau, LinkedIn is the best, actually. So. On va applaudir pour Lawani Adjaratou. Elle reprendra la parole pour nous démontrer par A plus B le mensonge qu'elle vient de dire. Quel mensonge? Que LinkedIn n'a pas tué GCI. Non, je n'ai pas dit. Tu n'as pas osé dire, c'est bon. Je n'ai pas dit que tu n'as pas osé dire. Voilà, bon, bref, c'est pas grave. Whatever. On va applaudir pour les 4. Zoumana Koulibaly, Lawani Adjaratou, Gilles Kounou, et puis Luc Vidjanani Danso. Alors donc, je prends une question pour chacun d'entre eux, ou 4 questions pour une seule personne parmi eux. À vous de choisir. Non, je déconne. Est-ce que vous avez des questions pour eux, s'il vous plaît? Pas comme Lawani Adjaratou. Ok, pas comme. Le micro pour pas comme. Je suis obligé de te remettre le lien. D'accord, c'est pas grave. Ok. Pour commencer, je vais remercier les présentateurs pour tout ce qu'ils viennent de nous développer. Merci beaucoup à vous pour le partage. Et ben, j'ai une seule question. Et c'est à l'endroit de M. Kounou. Je voudrais savoir, puisque moi, je suis dans une entreprise de production de biens. Je produis des œufs, oui. Oui, c'est un bien, ce n'est pas un service. Donc, je voudrais savoir, à part le volet marketing, que la technologie pourrait me permettre de bien faire choses, de bien vulgariser. Est-ce que j'ai d'autres options avec la technologie?
Puis là, vous avez démontré par A plus B que vous êtes parti de carrément 0 francs. Puisque vous avez un grand chiffre, mais moins de dépenses. Donc, je voudrais savoir comment c'est possible ici dans mon domaine. Merci. Oui. Je vais d'abord déconstruire une idée. Moi, je ne suis pas parti de 0 francs. J'avais mis un peu d'argent dans mon entreprise au début. Il faut qu'on soit clair là-dessus, mais ce n'est pas de 0 francs. On a vraiment optimisé les coûts. Maintenant, pour en venir à votre question, vous savez, beaucoup de gens se trompent sur le pouvoir de la technologie. Parce que technologie n'est pas égale à Internet. C'est une grande erreur. Internet, ce n'est qu'une émanation de la technologie, c'est un artefact technologique. Dans votre entreprise, la technologie peut vous aider à mieux sélectionner les poulets et donc à sélectionner ceux qui se reproduisent le mieux. Peut vous aider à mieux organiser votre chaîne de distribution et à gagner de l'argent. Je parlais hier avec une dame qui fait du pressing. Elle dit, elle a un seul pressing, mais elle voulait faire grand pressing. J'ai dit, grand pressing, c'est bien. Mais la personne qui a un LADA, pour venir à grand pressing, là, ça prend du temps. Il peut se décourager en chemin où la pluie peut l'arrêter. Mais imagine que tu as de petits points de présence et tu as un algorithme où ils collectent et ils viennent laver chez toi dans ton grand pressing. La dame qui est dans son quartier là-bas ne connaît pas grand pressing. Peut-être que l'information n'est pas arrivée à elle. Mais tu peux collecter des petits points. Tu n'as pas besoin d'avoir des machines dans tous les quartiers. Donc déjà, avec la technologie, si tu as un bon algorithme de distribution et une bonne plateforme, il peut collecter, emmener. La technologie peut t'aider à mieux faire ton pressing et ton grand pressing. Tu as seulement un grand pressing. Hein. Un seul lieu où il y a les machines. Mais tu peux faire comme quelqu'un qui a 50 petits pressings. Donc, la technologie peut aider dans votre business même à mieux produire vos poulets, à produire des poulets de meilleure qualité, à mieux sélectionner, à optimiser vos coûts, à optimiser votre réseau de distribution, mais même à vendre en ligne. Marketing, OK, mais même la vente. Donc, ce n'est pas seulement Internet. Ne parlons pas seulement d'Internet. Je dis souvent aux gens que Uber, ce n'est pas l'application. Ce qu'on appelle Uber, là, ce n'est pas l'application. Vous voyez l'application Uber. Uber, c'est des algorithmes mathématiques. Google, c'est des algorithmes mathématiques de recherche, d'information, de fouille de bases de données. Donc, il faut arrêter de voir simplement la technologie comme étant Internet. Non, je me clarifie. Je ne parlais pas de l'Internet. Je fais bien la nuance là. Parce que Internet, ça veut dire interconnexion et tout. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du réseau social ou les réseaux sociaux. Je parle de publicité aussi. Donc, moi, ce volet, j'ai déjà une maîtrise sur ça. Donc, je voudrais savoir, à part cet aspect que nous connaissons déjà, est-ce que vous pouvez, ou bien vous avez des conseils, à part cet aspect de marketing en ligne, tout là. Je ne sais pas si je me suis fait un peu... Oui, mais je pense que je vous ai répondu. Imaginez pas dans les gens qui commandent du poulet chez vous. Comment vous collectez? Bon, moi, je suis dans les œufs de table seulement. Je ne fais pas... Même les œufs. Comment vous collectez leurs commandes? Comment vous anticipez leurs besoins? Comment vous optimisez votre production pour que vous n'ayez pas de rupture dans les commandes? La technologie permet de faire ces choses-là. Parce que ça permet de collecter aussi des chiffres qui permettent de mieux organiser l'activité. Et je ne parle plus d'Internet. C'est pour ça que je disais que je suis d'accord avec vous que ce n'est pas qu'Internet, la technologie. Vous avez aussi la technologie pour améliorer votre business, améliorer votre chaîne de distribution, mieux connaître vos clients, ainsi de suite. Même mieux produire vos œufs. Si vous avez des machines de meilleure qualité, de meilleures couveuses, ainsi de suite, c'est la technologie qui permet de faire ça. Donc, ce n'est plus seulement Internet, les applications aussi aujourd'hui, mais il faut aller au-delà de ça. Quand on parlait la fois passée de BTP, j'ai vu une publicité dans laquelle quelqu'un était très fier de dire que il bâtissait un immeuble. Et les gens sont à différents niveaux de l'immeuble comme ça et ils se lancent les briques. Ils se lancent les briques jusqu'à arriver en haut pour poser sur l'étage qui suit. Et l'autre, il a mis à côté une vidéo où un monsieur a mis la poulie. La poulie, c'est la technologie par rapport à ceux qui se lancent les briques. Avec la poulie, là, il a besoin de 2 personnes. Un qui met sur la poulie, un qui récupère en haut. Avec son système traditionnel, même si c'est teamwork, là, il a mis 10 personnes.
à la fin de la journée, qui va gagner de l'argent? Le gars qui a mis la poulie parce qu'il va réduire les coûts, l'argent qu'il donne à 10 personnes, là, il prend, il va investir. Pendant que tu es en train de faire un chantier avec 10 mecs, il a fait 5 chantiers avec sa poulie. Vrai ou faux? Donc, la technologie, c'est pas, la technologie, c'est tout ça. C'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Bon, je ne sais pas pourquoi à chaque fois vous êtes revenu sur Internet, mais bon, merci quand même. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la technologie, tout le monde pense à Internet. Mais ça va au-delà de ça. Good. Franck? Merci. Vraiment, merci pour le partage. Alors, moi, je suis un fan de l'informatique dès le début et je suis paresseux. J'aime pas me répéter. Et dans mon concept, c'est de digitaliser tous nos process. C'est-à-dire même, nous, on est dans le bureau d'études. Alors, nos livrables, là, c'est les rapports, les documents et autres, là. Ma vision, c'est que tout soit automatisé. Pour que chantier que je suis, mes gars suivent là, que de là où ils sont, d'accord, ils mettent l'information pour que de là où je suis, je puisse avoir un rapport et que le client puisse avoir le rapport. Mais mon problème aujourd'hui, c'est les partenaires pour pouvoir faire le travail. J'ai commencé un travail développement d'une plateforme pour le secteur. Ça a été fait, mais il fallait évoluer. À un moment donné, le partenaire avec qui je travaillais, bon, a pris du recul et s'est abandonné depuis 2017. Donc, c'est le problème qu'on a souvent dans ce saut qu'on veut faire, c'est-à-dire la sécurité par rapport à la maîtrise partenariat. Et donc, j'aimerais voir si toi, tu as des réponses par rapport à ça aujourd'hui. Au Bénin, hein, c'est pas du sérieux. Maintenant, LinkedIn, je suis sur LinkedIn, je vois que madame est à 125 000. LinkedIn, madame est à 125 000 abonnés. Bon, moi, je suis à peine à 7 800. Comment est-ce que vous faites pour booster la chose? Merci. D'accord. Ok. Monsieur Franck, alors, je suis à 125 000 abonnés et ça fait 5 ans que je suis active sur LinkedIn. Donc, les 125 000 abonnés, je ne les ai pas eus en 2023 ou en 2022. Ça a été progressif. Mais de toute façon, le fond de la question, c'est comment est-ce qu'on peut booster, on va dire, sa visibilité pour que plus de personnes s'abonnent à notre profil pour qu'on puisse leur partager des opportunités. Je pense qu'il y a plusieurs moyens, mais je pense que vraiment une des clés de ce boost, quel que soit le réseau social, c'est la régularité. La constance, la régularité. Si vous n'êtes pas régulier, vous pouvez... Moi, je suis régulière depuis 2018. Et pour vous dire la vérité, à partir de 2022, j'ai commencé à gagner 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, 10 000 abonnés. Mais il m'a fallu 3 ans avant d'arriver à 30 000 abonnés. Et donc, c'est un cumul d'efforts qui se fait après. Et comme l'être humain, en général, il aime suivre les autres, quand quelqu'un arrive sur un profil où il voit 30 000, il se dit, ah, si je ne joins pas le groupe, c'est que je suis en train de rater à 1600 finis. Je suis en train de rater de belles occasions et sans chercher même à savoir, il va lui aussi vous suivre. Donc, en réalité, le gros de vos efforts va se concentrer sur cette période où vous devez avoir une forte traction. Vous devez être assez régulier, constant dans votre message, dans votre valeur ajoutée, dans votre authenticité, dans pourquoi vous êtes là. Répétez le message encore et toujours, encore et toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de nouveaux utilisateurs sur LinkedIn. Tout à l'heure, je vais vous le dire, chaque 2 secondes, il y a un nouvel utilisateur. Et en février 2023, on était à 900 millions d'utilisateurs. Si vous tapez sur Google tout de suite pour regarder le nombre d'utilisateurs, vous allez voir que ça a déjà évolué. Donc, les 900 millions à qui vous avez transmis votre message, parmi lesquels quelques-uns, vous avez dit que vous avez 7 800? Oui, à peine. À peine. Donc, il y a encore de la marge.
Mais vous êtes à 7800, vous communiquez combien de fois par semaine? Bon, le problème chez moi, c'est que c'est le temps. Ah. J'allais demander, il faut du temps parce que parfois vous avez des gens qui vous écrivent et c'est Il personnalisé. faut, c'est sûr. C'est sûr. Mais je vous en parle tout à l'heure, là. Quand on sort du panel, je vous explique tout ça. Alors, moi, j'ai par contre une question. Je voulais savoir, est-ce que en dehors des réseaux sociaux ou en dehors de LinkedIn, est-ce que vous faites autre chose ou est-ce que votre seul tunnel de conversion n'est basé que sur LinkedIn? Parce que tout à l'heure, en fait, quand Franck parlait de temps, j'ai répondu instinctivement, c'est peut-être votre business model. Et si c'est votre business model, c'est évident que vous y passez le plus de temps. Vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas retenu votre prénom. Olsen Prince, agence co-internationale. Bryce? Olsen Prince. Olsen Price. C'est ça. C'est un nom américain, ça. Olsen Price. Je suis togolais, Prince Abidjan. Ah, c'est Prince Abidjan, d'accord. Bon, ça, c'est plus local. Bon, Prince Abidjan, on va partir avec. Effectivement, pour être franche, LinkedIn, c'est mon premier canal d'acquisition. Tout simplement parce que quand j'ai commencé, tout à l'heure, je crois, je ne sais pas, quelqu'un disait que chaque réseau social a son ADN. Et donc, quand j'ai commencé sur LinkedIn, en fait, l'atmosphère de LinkedIn convenait à ma personnalité. Et donc, j'ai tout misé sur LinkedIn. Je connaissais déjà Facebook, je n'aimais pas Facebook. À l'époque, je connaissais que Facebook et je n'aimais pas Facebook. Donc, quand j'ai découvert LinkedIn et que j'ai vu la qualité des personnes qui étaient là, le ton qui était utilisé dans les publications, je me suis dit, il y a quelque chose à tirer. Je ne savais pas du tout est-ce que ça me mènerait, mais parce que je me suis sentie bien à cet endroit, je me suis donné à fond à cet endroit. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, et depuis 5 ans maintenant, 98% de ma clientèle me connaît parce qu'ils entendent parler de moi via LinkedIn. Mais je suis aussi sur d'autres réseaux. Par contre, LinkedIn, c'est 99%, 98%. Mais ça, c'est moi. Ça peut être différent pour quelqu'un qui va tout mettre sur Instagram, quelqu'un qui va avoir plein de succès sur Facebook, etc., etc. Quelqu'un qui est très connu à cause de son activité sur Twitter ou qui a un blog qui a fait qu'il est connu dans le monde entier. Il n'y a pas que, voilà. Chacun doit regarder ce qui lui convient et ensuite se positionner par rapport à ça. C'est tout. Oui, madame. Oui, madame. Dans la continuité de ce que vous dites. D'accord, ça marche. Je pense que j'ai envie de faire du consulting hors de la séance. Mais je vais dire deux choses à Franck. Bon, ça, c'est la mauvaise partie de moi, mais je vais quand même dire ça. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez pas mettre votre gagne-pain dans la main de quelqu'un qui ne danse pas à la même musique que vous. Et si vous avez considéré que c'est une partie importante de votre avenir, vous devez mettre les moyens qu'il faut et travailler avec les professionnels qui reflètent l'excellence de ce que vous recherchez. Sans prétention. Moi, j'accompagne des entreprises depuis 10 ans. Je pense que je n'ai pas plus de 15 clients avec qui j'ai travaillé en 10 ans. Je n'ai pas plus de KKPI là, excusez-moi. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que KKPI appartient à OpenSI et que OpenSI, c'est 2 divisions. La division service ingénierie de paiement et ingénierie logicielle. Donc, nous bâtissons des plateformes adossées à KKPI pour des grands groupes. Donc, c'est dans ça qu'on a fait le service public.bj, on a fait le conseil des ministres électroniques du Bénin, on a fait la plateforme de microcrédit à la FIA. Donc, on fait de l'ingénierie augmentée. KKPI, c'est le produit d'appel. Et ensuite, on
développent des plateformes autour. On n'a pas travaillé pour plus de 15 clients en 10 ans. Pourquoi? Parce que la transformation digitale prend du temps. Et il y a besoin d'avoir des partenaires constants qui vont rester à votre côté sur la durée. Il est humainement impossible que nous-mêmes, nous ayons 100 clients dans ce processus-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas être bon à côté des 100 clients. Ensuite, le corollaire de ça, c'est qu'on coûte cher. Les gens disent sur la place, et moi, c'est maintenant, je prends ça comme une commodité, OpenSea est cher. Mais moi, je ne sais pas combien de clients, de mes clients, vous allez rencontrer qui vont vous dire OpenSea n'a pas délivré. Avec prétention, c'est 0. On est cher. Parce qu'on veut rester avec vous pendant longtemps. On ne veut pas vous lâcher en cours de chemin comme votre partenaire là. Donc, vous allez nous payer au début. Vous allez nous payer pendant et vous allez nous payer après. Mais dans l'association, là, je dois gagner l'argent, comme l'a dit le grand frère, continuellement. C'est pour ça que moi aussi, je vais être présent continuellement à vos côtés et je vais déployer la meilleure expérience. Donc, l'erreur que font la plupart des gens, et je disais ça souvent sur Facebook, parce que moi, mon audience, c'est Facebook, c'est qu'une entreprise sérieuse ne confie pas son projet à un seul développeur. C'est une erreur. Je ne sais pas comment seul développeur, là, il va écrire le code, il va déployer l'infrastructure, il va travailler sur l'expérience client, il va faire la maintenance de ta plateforme et la plateforme qu'il a déjà développée pour ton prestataire d'avant, pendant qu'il développe pour le nouveau, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'à OpenSea, il y a au minimum 6 chefs de projet et 30 développeurs. Il y a un chef de projet qui ne suit que l'exploitation des produits qui ont déjà été livrés. Il y a des chefs de projet qui sont sur le ongoing, quand c'est des projets de long terme. Chaque chef de projet a sa pizza team, ainsi de suite. La transformation digitale, là, ce n'est pas de l'amateurisme. Ce n'est pas quelque chose qu'on a rencontré à un carrefour, comme le disait ma grand-mère, Erogomi. Tu ne peux pas t'avoir rencontré à un carrefour. C'est un projet de vie. Nous avons dit que c'est une transformation. Ça veut dire que le digital, c'est l'état dans lequel tu vas devenir. C'est ton devenir, c'est ton futur. Tu mises tout dessus. Tu vas quitter un état analogique pour passer au digital. Donc, il faut investir continuellement dessus avec les professionnels qui comptent et investir ce qu'il faut. Moi, je suis désolé. Et c'est pour ça que nous, par exemple, on a dit, on veut aussi travailler seulement avec les gens qui sont prêts à payer. Donc, quand on vient dans un pays, là, on cible le top 25 des gens du pays. Et c'est avec eux qu'on travaille. Quand tu m'amènes ton projet, tu n'es pas dedans. Je ne veux pas travailler avec toi. Parce qu'on a fait l'expérience que les gens n'ont pas un engagement continu dans leur projet de transformation. Donc, c'est la réponse que je peux t'apporter. Maintenant, sur ton sujet en particulier, si on discute et que OpenSea peut gagner quelque chose continuellement, je peux travailler pour toi. Je vous remercie. Enfin, je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer le contenu pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très